Je donne la parole au professeur Bouchra Amara, professeur du CHU de Fès, pour nous parler de l'expérience de la ville. Merci, Dr Boumediene. Je commence par remercier le bureau de la Mafourkal de me donner cette occasion de parler de l'expérience du CHU de Fès en matière d'allergologie médicamenteuse. Et sincèrement, je vais parler de l'expérience de l'unité d'allergologie de pneumologie parce qu'il y a des allergologues dans le service de dermatologie. On travaille ensemble. Eux, peut-être, ils voient les toxidermies et nous, on nous réfère donc tout ce qui est asthme, allergie médicamenteuse immédiate, hypersensibilité immédiate. Donc, le service... Ça a sauté au 5. Donc, le service de pneumologie, c'est un service pour hospitalisation de pathologies respiratoires. On a une unité pour hospitalisation de pathologies infectieuses, pathologies tumorales, le reste. Une unité de soins intensifs avec 4 lits. 2 lits pour hospitalisation courte. Et là, ce sont des lits où on fait des tests de réintroduction ou de provocation médicamenteuse ou provocation alimentaire. Et on a 4 lits dans l'unité de sommeil. On a des salles de consultation, de salles de gestes. La salle d'allergologie, on fait les explorations allergologiques avec des activités de service. C'est la pathologie tumorale, infectieuse, obstructive, interstitielle et le reste. Comme activité d'allergologie, l'allergie respiratoire avec l'asthme surtout, asthme allergique, non allergique, des asthmes sévères, les rhinites, mais on reçoit également pour faire les prick tests aux pneumoallergènes chez les malades qui ont des conjonctivites parce qu'il n'y a pas d'unité d'allergologie dans le service d'ORL. On fait de l'allergie médicamenteuse, de l'allergie alimentaire peu et des patients qui nous sont adressés pour urticaire chronique et des angioedèmes. Notre formation en allergologie, c'était par la capacité, donc la première fois, c'était la capacité d'allergologie de Nancy, Feu Montrévautrin, avec l'équipe de Martine Morisset et Gisèle Cani. Là, la formation continue, c'est les ateliers de CFA, les ateliers de la SMAC, les ateliers de la Mafourkal et sincèrement, je salue Dr Gderi pour les ateliers qu'il faisait et je demande qu'on leur fait, c'était les journées plutôt que des ateliers de formation. Donc, allergie pénicilline, 2 journées que de la pénicilline, 2 journées que les produits de contraste. Et là, vraiment, on a appris beaucoup. Les auto-formations, c'est les recherches bibliographiques et sincèrement, la demande d'avis d'experts. Quand j'ai un cas, un mail pour Joël ou bien pour Anka Chiriac et sincèrement, ils me répondent sur le champ pour des cas rares. L'expérience en allergie médicamenteuse, quand Dr Gderi et professeur Fassi, c'était le mois de novembre. Madame Mara, vous allez nous parler de l'expérience de CHU. C'était nos journées d'amicales de la région Fès-Meknès. J'ai dit oui, mais après je dis, de quoi je vais parler? Je vais parler de statistiques, d'une étude rétrospective. Sincèrement, je n'ai pas une grande série. Donc, pour parler d'une grande série avec une analyse descriptive, une étude analytique, je me suis dit, je vais parler de notre pratique dans la prise en charge des allergies médicamenteuses. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, en allergie médicamenteuse, sincèrement, le diagnostic, il peut être fait par excès chez certains sujets et on va priver, on n'a pas cessé de le dire, on va priver certains patients de médicaments, de pénicilline. On va avoir recours à des médicaments qui sont chers. On va avoir plus de résistance pour certains médicaments et on a un choix limité pour ces traitements. On va développer des résistances et ça a un impact socio-économique. Ou bien chez certains sujets, le diagnostic, il n'est pas fait. Chez des sujets, c'est des vrais allergiques et dans ce cas, on peut avoir des réactions sévères où le pronostic vital peut être mis en jeu. Donc, notre but, éliminer l'allergie. Ça peut être facilement fait par un simple interrogatoire. Retenir une allergie ou bien rechercher une alternative thérapeutique.
La demande de consultation, sincèrement, je ne peux pas vous dire exactement, mais on reçoit 1 à 2 demandes pour consultation par mois, pour consultation pour allergie médicamenteuse. Donc, on va se poser la question, l'allergie médicamenteuse, elle est exceptionnelle. Mais sincèrement, la période de Covid, on a eu beaucoup de demandes, et je pense que c'est le cas pour tous les allergologues, parce que tout simplement, on demandait la question systématique d'antécédents d'allergie médicamenteuse avant le vaccin. Parce qu'il y avait cette polémique chez les sujets qui ont une allergie médicamenteuse, ils doivent pas recevoir le vaccin. Donc, durant cette période, on a eu beaucoup de demandes. Donc, le nombre de demandes de consultation, il est réduit parce qu'on n'a pas une recherche systématique d'hypersensibilité médicamenteuse par le praticien. Quand on va prescrire normalement un antibiotique, on va dire « Est-ce que vous êtes allergique à un médicament ?» Médecin généraliste, pédiatre, pneumologue. En cas de réaction d'hypersensibilité, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin, il va arrêter le médicament, il va changer le traitement. Ou bien, il va pas orienter vers un allergologue, ou bien, quand il oriente vers l'allergologue, le patient, il va pas se présenter parce que pour lui, c'est une réaction minime et c'est pas inquiétant. Ou bien, c'est une réaction sévère et il suffit de ne pas prendre le médicament. Donc, quand on oriente un malade vers une consultation d'allergologie, c'est soit dans l'immédiat en cas de réaction sévère. Ah, là, le réanimateur appelle parce que le malade, il a fait un choc anaphylactique à un produit anesthésique, ou bien le radiologue parce que le malade, il a fait une réaction à un produit de contraste iodé. Soit le plus souvent, c'est très à distance de la réaction allergique avec un besoin urgent d'administrer un traitement. Mon patient, il a une hypersensibilité à l'aspirine, aux AINS, et là, il fait un problème cardiaque, un besoin urgent de donner de l'aspirine. L'idéal, quand on reçoit une lettre pour consultation allergologie, une lettre détaillée, avec les renseignements généraux, bien sûr, le type de la réaction, est-ce que c'est une réaction immédiate ou retardée, la chronologie des symptômes, les types de lésions, la sévérité de la réaction, quel est le médicament pris, ou bien quels sont les médicaments pris, pourquoi on a donné ce traitement, quelle était la pathologie pour laquelle le patient il a reçu, le bilan qui a été réalisé, est-ce qu'on a fait une NFS avec une hyperiosinophilie, est-ce qu'on a demandé un dosage de tryptasémie, et le traitement qui a été reçu. Mais la réalité, c'est ce qu'on reçoit. Une fiche, une patiente qui a fait un œdème de Quincke avec urticaire, elle a reçu des corticoïdes injectables et des antihistaminiques. La patiente, la lettre, elle est donnée en 2023, elle vient en 2024. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Un patient qui est adressé de la pédiatrie parce qu'il va recevoir de l'extenséline pour un rhumatisme articulaire aigu, et la fréquence, peut-être en France, on voit pas, ou bien on donne les macrolides, mais là, on donne l'extenséline. L'enfant, il est parti au centre de santé, l'infirmier, il a fait une intradermo pour tester est-ce qu'on est allergique, il fait une intradermo, c'est positif, il lui dit, c'est contre-indiqué, vous êtes allergique. Que j'ai pas reçu cette patiente. Imagine, c'est une patiente, c'est une lettre donnée en 2018. Patiente, elle a fait, je devine, un choc anaphylactique, Kefzol peut-être, de la morphine, de la bupivacaïne. Donc, la patiente, c'est la pneumologue qui me téléphone, la patiente, elle veut faire non, c'est pas pour faire un bilan, elle a un problème, donc, d'un néo du poumon, faire la fibroscopie, elle veut la faire sous sédation. Il me envoie cette ordonnance, et il m'a dit, je vous ai envoyé la patiente, mais jusqu'à maintenant, je l'ai pas reçue. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de contre-indication à la sédation pour une fibroscopie, mais on aura besoin de confirmer à quoi. Donc, c'est le type de lettre qu'on reçoit. Donc, on doit faire une sensibilisation pour les médecins qui nous envoient des patients pour dire est-ce que le type de lettre type qu'on doit recevoir.
Le diagnostic allergologique, je vous montre rien, ça se base sur un bon interrogatoire, c'est des tests cutanés. Biologie, on a vu toute la journée d'hier et aujourd'hui, c'est pas vraiment très spécifique, c'est pas vraiment très sensible, mais dans tous les cas, on n'en a pas. Ça se fait pas au Maroc, c'est sous-traitance, et malheureusement, même les réanimateurs, quand le malade, il fait un choc anaphylactique, il fait pas un dosage de la tryptasémie. Donc, ce bilan, on fait des tests de provocation, et donc pour ce diagnostic allergologique, je mets quand on reçoit un malade, c'est pas juste confirmer, mais également rechercher est-ce qu'il y a une allergie croisée avec un autre médicament, pénicilline ou bien un autre PCI, et ou bien faire un test d'induction. L'interrogatoire minutieux, je ne vais pas revenir, même si c'est l'étape très importante. Et hier, Dr Gdari l'a bien dit, on peut vraiment éliminer une allergie juste sur un interrogatoire. Donc, si mon malade, il a pris le médicament, il dit « Ah, moi, je prends pas l'amoxicilline. Montrez-moi votre carnet de santé. » On retrouve une amoxicilline. Donc là, vraiment, on peut éliminer le diagnostic. Je prends pas le médicament, mais je prends des sachets. C'est l'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Donc là, on peut éliminer le diagnostic justement par un simple interrogatoire. Ou bien, je peux le retenir. Mon malade qui fait à chaque fois une réaction à un médicament, première réaction, deuxième réaction, sans prendre d'autres médicaments, j'ai fait le diagnostic par un bon interrogatoire. Sincèrement, je suis aidée par le questionnaire de l'ENDA, d'accord, même si je le remplis pas en totalité, mais sur le dossier du malade, le dossier OSIC sur notre ordinateur ou bien système d'information de l'hôpital, on doit cet interrogatoire vraiment, c'est des renseignements détaillés qu'on peut recueillir soit à la phase aiguë ou bien à la phase tardive pour voir quel est le type de la réaction, quel est le délai, quels sont les médicaments, tous les médicaments qui ont été pris par le patient pour voir le critère d'imputabilité de tel ou tel médicament. Donc là, c'est les différents items de l'ENDA. Les médicaments incriminés. Sincèrement, dans notre pratique, il y a les antibiotiques, particulièrement les pénicillines, l'aspirine, les AINS, le paracétamol, les antibacillaires et particulièrement la rifampicine, les produits utilisés en paranesthésie, les produits de contraste iodé, et on a des cas isolés d'allergie aux IPP, aux spasfons, donc à l'insuline et au fer. Qu'est-ce qu'on réalise? On réalise les prick tests, les intradermoréactions en lecture immédiate et retardée. Je réalise pas les patchs, ils sont pas disponibles au Maroc. Donc, et les dermatologues les font quand ils peuvent les ramener de l'étranger. Malheureusement, on voit les malades très à distance, de façon donc de la réaction. Une réaction à l'âge de 2 ans, et c'est quand la femme elle est enceinte, elle a besoin d'un antibiotique pour une infection urinaire, elle est envoyée en consultation. Donc, avant la réalisation, il faut vérifier les doses seuil, choix de concentration par lesquels on va commencer. On commence par des faibles concentrations quand c'est un choc anaphylactique, ou bien, et quels sont les seuils à ne pas dépasser. Et sincèrement, dans mon porte-document, j'ai cet article de Broco, donc ça a été montré par Dr Hélène, les doses qu'on n'a pas. La même chose, on n'a pas les déterminants majeurs et les déterminants mineurs. Et on a, là, par exemple, pour les antibiotiques, les bêta-lactamines, l'amoxicilline, c'est 20 mg, les céphalosporines, c'est 2 mg. Et là, je rejoins Dr Boumdiene parce que dans certains écrits, on peut aller jusqu'à 20 mg. Mais là, moi, je m'arrête à 2 mg. Pour les autres, c'est un article vraiment très intéressant. Il y a un autre qui est sorti en 2015, mais là, je garde cet article dans mon porte-document pour voir les deux seuils. Là, c'est pour les anesthésiques. La même chose pour des produits rares, les parines, donc des réactions aux IgE, des anti-IgE, donc les autres thérapeutiques biologiques. Pour les médicaments les plus courants, j'ai des fiches
sur mon porte-document avec des modalités de dilution et de seuil de solution pour à ne pas dépasser. Pour les autres, c'est la littérature, c'est la demande d'avis des experts. Donc là, c'est le porte-document avec l'allergie médicamenteuse. Là, c'est les tests, c'est les dilutions à faire. Ça va m'aider avec mon infirmière pour faire les dilutions. Donc, pour avoir une solution donc de 20 mg pour l'amoxicilline, je passe 1 gramme dans 10 ml, c'est 100 mg, puis 20 mg. Donc, je vais passer sur ce détail. Là, c'est pour la ceftriaxone. Les tests cutanés, quelles sont nos contraintes? Le manque d'extrait allergénique. On vit une période où il y a vraiment un manque au Maroc, donc j'ai pas de témoin positif, j'ai pas de témoin négatif, donc on doit se débrouiller pour avoir ce témoin positif ou ce témoin négatif pour faire les tests cutanés. Le personnel infirmier, on est un service de pneumologie, donc j'ai fait des formations pour les infirmières, mais sincèrement, je peux pas les laisser seules pour faire les dilutions. Donc le jour où je vais faire un test médicamenteux, je suis à côté de l'infirmière, elle m'ouvre le flacon, elle m'aide, mais pas pour faire les dilutions. Le temps, sincèrement, c'est chronophage. Quand il y a un test médicamenteux, c'est toute la matinée, c'est toute la journée. Là, pour préparer les dilutions, pour la réalisation des tests. On va se demander combien ça coûte. Sincèrement, il n'y a pas de cotation à l'hôpital. Et cotation à l'hôpital, c'est prix test au pneumoallergène. C'est rien. Parfois, je suis obligée parce que il y a tout ce matériel, il y a tout ce temps, surtout le temps, le coût du temps. Donc, je vais coter 3, comme si je fais 3 prix test au pneumoallergène pour avoir un peu. Mais c'est pas le coût des tests. Les médicaments à tester, ramenés par le patient, généralement, prix de la pharmacie, si c'est une hospitalisation 2 jours. Pour les anesthésiques et les produits de contraste iodés, qu'est-ce que je fais? Le réanimateur à côté, vous m'envoyez, je vais faire des tests cutanés demain matin. Merci de m'envoyer un CC de chaque produit. La même chose pour le radiologue. Sinon, le coût de différents flacons, c'est important. Donc, le coût, ça regroupe les médicaments, les aiguilles, les seringues, insuline, les seringues de 10 millilitres. Donc, et surtout, je dis le coût du temps. Le jour de réalisation de tests cutanés médicamenteux, ça prend toute la matinée ou toute la journée. Les risques, ils sont rapportés dans la littérature, donc on doit avoir des mesures à côté, de sécurité à côté à respecter. Là, mais généralement ces risques sont faibles si on respecte les seuils à ne pas dépasser. Si on commence par des dilutions très très faibles, ça m'est arrivé à commencer par 10-6 en prick, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Bien sûr, à distance de toute pathologie non contrôlée, en dehors de la grossesse, arrêt des antihistaminiques. Bien sûr, avec le matériel nécessaire pour réaliser, comme mesure de sécurité, la source d'oxygène, l'adrénaline injectable. Heureusement, on est à l'hôpital et on a de l'adrénaline. Le consentement, sincèrement, j'ai entendu hier, Dr Hélène, elle parle même pour les tests cutanés, pour le consentement. Sincèrement, je le fais pas, mais je le fais, peut-être je vais commencer à le faire, mais je le fais pour les tests de provocation. Le test de provocation, c'est le gold standard. Confirmer une allergie, rechercher une réaction croisée. Est-ce que on le fait en service hospitalier, en milieu de réanimation? Je vous cache pas. Le premier cas, c'était en salle de réveil de réanimation. J'avais peur. C'était une résidente qui avait une allergie à la pénicilline et chez laquelle je vais faire un test de provocation. Et j'ai eu peur. J'ai commencé à faire le premier cas en salle de réveil de réanimation. Puis, le réanimateur, il vient me soutenir le matin parce que je vais faire un test de provocation. Puis, le réanimateur est informé par téléphone. Je vais faire un test de provocation. Si j'ai un pépin, je vous appelle. Et puis, souvent, maintenant, je ne l'informe pas. Le schéma de réintroduction conçu
dans la littérature qu'on utilise, 1 à 10% de la dose thérapeutique quotidienne, puis doubler la dose toutes les 30 minutes jusqu'à la dose cumulée. Test de provocation en hospitalisation d'1 journée à 2 journées, simple, aveugle le plus souvent, avec les mesures de sécurité, surveillance étroite. Problème de faible dose, on n'a pas la pharmacie qui nous prépare. Par exemple, pour les allergies à la rifampicine, on faisait les tests de provocation par le sirop. Actuellement, le sirop, ça ne se vend pas. J'ai eu une fois l'occasion, la pharmacienne, elle m'a préparé la rifampicine. Mais après, c'est pas. Donc, également, la cotation d'un test de provocation, c'est quoi? Là, c'est une fiche de surveillance de test de provocation c'était pour le paracétamol, avec les paramètres. Où je passe? Avec les paramètres, donc l'auscultation, le DEP, la fréquence respiratoire, la saturation, les signes cutanés. Le test d'induction de tolérance, c'est une très bonne alternative en cas d'indication absolue à un traitement. J'ai une expérience vraiment très réussie avec l'aspirine. Quand il y a une indication cardiaque, donc c'est des doses faibles, après un test de provocation, mais d'emblée en cas d'histoire franche d'hypersensibilité ou en cas d'indication urgente. Également pour la rifampicine, mais actuellement on ne les voit pas, ça se fait dans les hôpitaux de la région. J'ai 2 cas d'induction de tolérance pour les céphalosporines et 1 cas d'IPP. Là, c'est un protocole pour l'aspirine, je t'ai lu ce protocole 1, 10, 20, 50. Là, c'est une fiche de surveillance pour induction de tolérance, 1 mg, 10 mg, 20 mg, toutes les 20 minutes, 50 mg si je vais m'arrêter la dose recommandée, c'est 75. Sinon, je vais aller à 75 mg pour dose cumulée de 150 mg d'aspirine que la patiente a pris le lendemain sans aucune réaction. Après cette exploration allergologique, c'est une carte d'allergie médicamenteuse avec le DCI dû ou des médicaments incriminés. Il me reste 3 minutes, je vais partager avec vous ce cas clinique. C'est une patiente de 36 ans, pas de tare, pas d'atopie personnelle, consulte pour allergie médicamenteuse. Elle a présenté à 3 reprises une gêne respiratoire, un type d'oppression thoracique, urticaire, un œdème palpébral, un œdème des lèvres, carte d'allergique à l'amoxicilline et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Réaction dans les 30 minutes qui suivent la prise, c'est ce qu'elle rapporte. Elle part aux urgences à chaque fois des corticoïdes, nébulisation, oxygénothérapie, on suppose, c'est ce qu'elle rapportait. Depuis le dernier épisode, plusieurs années, éviction de tout médicament, même le paracétamol. Pour problème gastrique, indication d'IPP. Par phobie des médicaments, prise d'une petite quantité. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la gélule de l'inixium, de l'ésoméprazole. Elle prend pour tester est-ce qu'elle va faire une réaction. Là, elle a fait un prurite oculaire avec une gêne respiratoire. Que faites-vous? Je vais pas tarder. Est-ce que je vais tester l'amoxicilline, tester les autres pénicillines, l'hypersensibilité aux INS, l'allergie à l'ésoméprazole, un test de provocation à l'oméprazole ou pentaprazole. Des épigastralgies chroniques non améliorées par les antihistaminiques, imputabilité clinique vraiment forte. Elle a mis les granulés de la gélule, elle a fait la réaction. Exploration, je vais explorer l'allergie à l'IPP, incriminer, rechercher l'allergie croisée. Comment on a procédé? Allergie à l'IPP, sincèrement, à l'époque, c'était en 2019. C'est un cofacteur pour les allergies. Mais quand j'ai fait ma revue bibliographique, oui, ça existe. Donc, qu'à rapporter? Comment procéder? Rechercher la liste des IPP qui existent au Maroc. Donc, ésoméprazole, pentaprazole, lanzaprazole. L'ésoméprazole, donc, sous forme injectable parce qu'on a besoin de tester un médicament pour les intradermaux, c'est la forme injectable. C'est l'ésoméprazole qui existe au Maroc et l'oméprazole qui existe en forme injectable. Donc, c'était l'ésoméprazole, c'était en rupture durant cette période. Prick test pour l'oméprazole. Quand j'ai vérifié la dose, la dilution pure, c'était 0,4 mg. C'était négatif.
test de provocation orale. On avait la chance d'avoir ce médicament en forme effervescente, donc on n'avait pas besoin de faire des dilutions à la pharmacie. La dose de 0,1 mg, larmoiement, ayant rapidement cédé. Je me suis dit, ah non, c'est rien. La deuxième dose, 0,2 mg, prurite oculaire important, prurite cutané avec une oppression thoracique et une diminution de DEP. L'hypersensibilité immédiate croisée avec l'oméprazole, entre oméprazole et ésoméprazole. La patiente, il y avait une indication, le gastro-entérologue, il m'a dit, il a besoin de donner l'IPP. J'ai fait une induction de tolérance en commençant par 10-6, en augmentant un palier, donc par palier de 10 toutes les 20 minutes, surveillance rigoureuse, prise le lendemain de 20 mg sans aucun incident. Là, c'est un cas de service, juste pour dire que l'allergie médicamenteuse, elle peut être surestimée et donc on doit éliminer ces cas d'allergie. Elle peut être sous-estimée, on doit rechercher les patients qui font cette réaction. Ça nécessite une bonne démarche diagnostique et ça ne peut être fait que par un bon allergologue.